Alors là, ce que vous avez sous vos yeux ébahis, c'est la grande séquence de référence du membre 2. Donc voilà, la séquence 2 qu'avait déjà décrit en fait Street dans sa thèse des années 70, qu'ont repris Laurent et Romain. Donc là, on est dans une séquence qui vient donc s'emboîter postérieurement à l'érosion de la séquence 1 dans ce fond de DKOD. C'est pour ça que là, par exemple, on n'a pas de dalette, et on n'en aura pas parce que la dalette a été complètement emportée, ou elle a été remobilisée. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure au débouché du DKOD à la bulbula, on a vu les morceaux de dalette qui avaient justement été entraînés par cette érosion qu'on a vu là-bas. Donc là, on est vraiment dans du remplissage de séquence 2 emboîtée, qui commence à la base par un niveau gris, on va s'en rapprocher dans un instant, qui est un niveau alluvial, qui est sans doute le même en fait que le niveau alluvial qu'on a vu tout à l'heure au DKW3. Mais au DKW3, il était beaucoup plus grossier, il y avait des galets d'assez grande dimension, il y avait un sable très grossier, parce que sans doute qu'au DKW3, on est vraiment dans l'axe du chenal du DKWD. Là, en revanche, on devait être un peu sur les rives de ce DKWD tel qu'il existait à l'époque, en tout cas tel que le cours d'eau, qui ne s'appelait pas DKWD évidemment, pouvait exister à l'époque. Et donc là, on est même sur une légère butte, une petite île en fait, d'après la forme qu'on voit qu'ont les sables. On devait être sur une très très légère butte. Et ce qui montre d'ailleurs bien ça, c'est qu'au sommet de cette légère butte de sable, liée donc un peu dans la plaine d'inondation du DKWD, on avait un petit paléosol très fin. Et c'est dans ce petit paléosol très fin qu'on a justement l'industrie qui correspond à celle de DKW1 et qu'on a pu dater par un charbon prélevé dans cette coupe à 29 000 BP à peu près non calibré. Et donc ça commence par de l'alluvial, donc c'est là où on est vraiment dans l'interface entre la séquence 1 et la séquence 2, mais c'est postérieur à l'érosion de la dalette de séquence 1. Et ensuite on a un gros épisode de silt blanc. Voilà, ça c'est donc on a un épisode de transgression lacustre, mais qui n'est certainement pas une transgression majeure. C'est que là, c'est pas une réunion complète de tous les lacs du bassin de Zwaïchala. C'est une transgression en fait où les lacs remontent, les lacs remontent. Par exemple, le lac de Langano Abiyata remonte dans la plaine de la Bulbula et viennent s'engouffrer en fait dans les canyons ménagés par l'érosion précédente sous forme de ria, un peu comme des fjords en fait. Donc, il faut imaginer que là, on est peut-être dans des langues de lacs qui rentrent dans ces rias et qui déposent donc ces sédiments lacustres de silt. Et au-dessus, on a la magnifique Abernosa. Donc là, on voit dans la partie sommitale de cette séquence, on a l'Abernosa. Donc là, c'est les pumices qu'on voit, des épaisseurs importantes de pumices décrites par Street, et dont le sommet serait daté aux environs de 20 000, quoi, grosso modo. On verra ça en détail, je crois que c'est entre 18 et 22 000 BP non calibrés qu'on aurait le sommet. Donc si on imagine que là on a l'alluvial à 29 000, si on imagine que le sommet de la Bernosa on est vers 18-20 000, ce qu'on a sous les yeux, en gros c'est 10 000 ans de séquence, quoi. Donc là ça c'est le membre 2, c'est les 10 000 ans de séquence, qui couvre donc tout l'épisode en gros, toute fin de l'OIS 3 à 29 000, et puis, on rentre déjà dans l'OIS 2, qui sont, rappelons-le, un épisode où en Afrique, en Afrique de l'Est, on n'a pratiquement aucune occupation connue. En fait, on ne sait pas ce qui se passe pendant l'OIS 2. OIS 2, c'est le maximum glaciaire à l'échelle planétaire. Donc là, c'est le maximum d'aridité. En Afrique de l'Est, on a très très peu d'indices. Et en fait, nous, voilà ce qu'on a en séquence, avec évidemment aucune trace d'occupation humaine, puisque de toute façon, on a soit du silt, pour la phase qui est peut-être d'ailleurs plutôt la fin de l'OIS 3, soit de la Bernosa, là on est vraiment dans l'OIS 2. Et de fait, là, c'est du volcanisme, avec aucune trace d'occupation humaine qu'on ait pu détecter là-dedans. Voilà ce qu'on peut dire pour cette séquence, sauf que je vais me rapprocher de la coupe pour montrer plus en détail là où on a fait les prélèvements du DKW1 en 2010 et 2011. Donc là où on a observé le DKW1 qu'avait déjà vu avant nous Street, hein. Nous en fait on est revenu là sur les pas de Street, en fait on l'a observé là, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que là on est vraiment au sommet de cet alluvial, donc marqué par des sables et des graviers. Sables et graviers qui sont soit des petits fragments de différents types de roches, donc par exemple ramenés en amont depuis le Laloutou, soit des ponces roulées. Et donc c'est au sommet qu'on a observé le paléosol. D'ailleurs là on voit, je ne sais pas si tu le zoomes, mais là on a une obsidienne qui se promène ici, tu vois, voilà, elle est là. J'essaierai peut-être d'ailleurs d'aller la prendre dans pas longtemps, même si j'ai pas pris de truelle, mais je le prendrai tout à l'heure, mais j'ai pas de truelle avec moi. Donc là voilà, c'est la position stratigraphique en fait des industries du DKW1. Mais malheureusement, vous en doutez qu'ici, on a juste pu racler un tout petit peu la coupe parce qu'on ne peut pas fouiller, ça c'est beaucoup trop dangereux, quoi. Si on se met à fouiller, on se prend tout sur la figure, donc on n'a pas pu y toucher. Donc on a fait un tout petit ramassage comme ça. Et malheureusement, depuis 2010 et 2011, il y a eu beaucoup d'effondrements. On le voit tout autour, là ça s'est effondré. Donc en fait, maintenant les portions de coupe qu'on peut atteindre sont très faibles. Donc maintenant, voilà, on n'aura pas plus d'échantillons du DKW1. Rappelons pour mémoire que ce DKW1 a un rôle historique assez important.
C'est comme ces industries, bien que MSS sont très laminaires, quand elles avaient été vues dans les années 70 par Steve Brandt, il l'avait vu comme étant du Lead Stone Age du coup, parce que c'était laminaire. Donc dans pas mal de publications sur l'Afrique des années 80-90 jusqu'à nous en fait, on dit que le plus vieux Lead Stone Age d'Afrique de l'Est, c'est DKW1, c'est ça en fait. Parce que elle avait déjà eu une date elle aussi vers 30 000, qui colle bien avec la nôtre. Donc on disait c'est le plus vieux Lead Stone Age d'Éthiopie. En fait nous on est revenu ici, on a retrouvé de l'industrie, on a pu la rééchantillonner, parce que malheureusement l'industrie de street a été perdue à la fin des années 70 au musée d'Addis Abeba, donc toutes les collections ont été perdues, donc on ne pouvait pas revérifier ce que les gens avaient vu dans les années 70, donc nous on a pu retrouver un petit échantillon, se rendre compte que c'est du Middle Stone Age technologiquement, même s'il est assez laminaire, comparable donc à des KW4, comparable à B1S3, refaire une date et donc le caler en séquence. Et là ce qu'on imagine c'est que pour le coup ce serait un site merveilleux à fouiller si on pouvait le fouiller, parce que c'est des types installés sur une petite butte de sable dans la plaine alluviale, dans un petit palais au sol. On a le matériel qu'on a ramassé en coupe, il y a je crois 200 pièces, on a pas mal de remontage. C'est-à-dire que si on pouvait fouiller ça en plan, on aurait un superbe site Middle Stone Age récent, quoi. Mais pour ça, il faut démonter plusieurs dizaines de mètres de séquences de silt et d'Abernosa au-dessus, ce qui n'est pas exactement dans nos moyens. Donc là, moi c'est mon plus gros regret, quoi. Si on pouvait fouiller ce site-là, ben, parce que cette partie-là, c'est que l'effondrement, tu vois. Ouais, que l'effondrement. Non, là, c'est inatteignable, quoi, voilà. Il faut accepter que c'est inatteignable. Il faut attendre la prochaine transgression lacustre, puis la prochaine régression lacustre, pour que peut-être il y ait une érosion de ces formations et qu'on puisse atteindre ces niveaux-là. Donc peut-être dans quelques milliers d'années.